merci à tous d'être là et merci pour l'invitation à présenter cette keynote lecture qui est donc la conférence de ce magnifique colloque, je dois dire, que j'apprécie beaucoup, même s'il n'est pas encore terminé, puisqu'il reste demain avec des sujets qui m'intéressent et notamment tout ce qui concerne la mer, qui est rassemblée demain. Et je dois donc me prêter à cet exercice un peu difficile qui consiste à la fois à donner du grain à moudre à ceux des collègues qui ont eu le courage de rester là jusqu'à 19h, mais en même temps à permettre à un public un peu élargi, à des personnes qui, je pense, néanmoins ont un intérêt pour les sujets que je vais aborder ce soir, donc essayer de contenter tout le monde, ce qui n'est pas l'exercice le plus facile. La conférence est en français. J'ai proposé de la faire alors, en anglais, pas en arabe, mais en anglais. Mais sachant que c'était une conférence ouverte au public extérieur au colloque, il nous a semblé, avec les organisateurs, qu'il était préférable qu'elle soit faite en français. Il y a néanmoins pas mal de diapositives et des cartes qui expliquent un petit peu mon propos. Et donc, il est là. Je vais donc continuer. Je voudrais juste faire une petite allusion parce que j'adore cette photo aérienne qui a été prise par un photographe avec lequel je travaille depuis longtemps, qui s'appelle Hubert Raguet, parce que cette coulée verte, pour reprendre quelque chose que l'on connaît bien pour ceux qui habitent en région parisienne, cette coulée verte est une métaphore en quelque sorte des pistes caravanières et elle invite au voyage, chose que je vais essayer de faire pendant la petite heure qui suit, parce que je voudrais laisser du temps un petit peu pour les questions. Et il est bien évident que ce soir, je ne vais pas vous parler de l'ensemble de la péninsule arabique. On a écouté beaucoup de choses très intéressantes jusqu'à présent, et je ne peux pas parler de tout. Moi, je travaille depuis 22 ans maintenant dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, et donc, il ne faut pas que je me trompe d'ordinateur, la zone dont je vais vous parler est cette région inscrite dans cet ovale dont vous avez également beaucoup entendu parler, puisque grâce au développement de tous les projets menés dans la région d'Al-Oula depuis la signature des accords intergouvernementaux que j'ai eu l'honneur et le plaisir de suivre au moment de leur création et de leur signature en 2017 et 2018, y compris pour la création de l'Agence française pour le développement d'Al-Oula. Et donc tout ceci conduit à une augmentation exponentielle des projets archéologiques, et il y a parfois plus d'auditeurs dans des conférences données à Al-Oula que dans la salle actuellement aujourd'hui, ce qui est représentatif de l'effort qui est fait et de l'écho qui est donné à ces travaux, y compris sur place. Alors, je me permets, en fait, je vais lire 2 ou 3 citations parce que je pense que ce n'est pas la peine de réinventer l'eau chaude, et des collègues ont dit ça très très bien. Je vais d'abord citer Christian Robin, que vous connaissez tous de nom sans doute, parce que son petit résumé est, je trouve, particulièrement bien écrit, donc ce n'est pas la peine que je le réinvente. Donc je cite: si le commerce de l'encens n'est évoqué que dans une dizaine d'inscriptions, mais je crois avoir entendu aujourd'hui que c'est plutôt une quinzaine d'inscriptions yéménites, il a pourtant constitué une source de grande richesse. Donc, première chose à garder en tête, la richesse que cela procure. À partir du début du premier millénaire avant Jésus-Christ, avec la domestication du dromadaire, s'est mis en place un commerce caravanier transarabique qui permettait d'acheminer cette ressource jusqu'au Levant, en Mésopotamie, en Égypte et dans le bassin méditerranéen. Au tournant de l'ère chrétienne, son transport se faisait par voie de mer depuis les ports de l'Arabie du Sud jusqu'à la côte égyptienne et au golfe d'Aqaba. Alors, bien sûr, dans ce qu'on a entendu, et si je devais donner une conférence plus scientifique en donnant du détail, il y a des choses à dire sur les ports d'une part, sur le fait que le commerce maritime prend réellement ou non le pas sur le commerce transarabique par voie terrestre à partir du début à partir du tournant de l'ère et du premier siècle de l'ère chrétienne. Je ne vais pas rentrer dans ce type de détails et rester dans un caractère quelque chose de plus général. Alors, tout d'abord, en quelques mots, une petite histoire de résine.
puisque, comme vous le savez, vous l'avez entendu, mais pour ceux qui auraient besoin de se remettre ça en tête, et là je cite Caroline Durand qui également a fait un petit texte sur l'encens qui est parfait, je cite « L'encens, également appelé au Liban ou encens véritable, ce qu'on appelle en anglais frankincense, est une gomme résine de couleur jaune à blanche extraite des arbres du genre botanique Boswellia, et en particulier d'un arbre qui s'appelle le Boswellia sacra, qui ne pousse que dans le sud de la péninsule arabique, dans les régions du Hadramaut et du Dhofar. Ne vous inquiétez pas, il y aura une carte dans 2 diapositives. Ah, pardon, je me mélange. Alors, le texte que j'ai lu, c'était celui qui est à droite, et il faut que j'arrête d'avoir 2 ordinateurs. L'autre produit qui était commercialisé sur ces routes transarabiques est la myrrhe. Et là, je me permets de citer mon collègue Jérémy Chitekat, qui est ici présent. La myrrhe tient son nom de l'acadien murru, que l'on retrouve en arabe, le mot mur, qui veut dire amer. Cette résine aromatique sointe de l'écorce d'un petit arbre tortueux et broussailleux, le Commiphora myrrha. L'arbre se rencontre sur les hauteurs du Yémen central et oriental, dans le sud de l'Oman et au nord de la Somalie. La résine était utilisée pour des fumigations dans les temples et rites funéraires. Elle en traite également dans des préparations cosmétiques et médicinales. On ne peut pas faire plus clair, donc merci Jérémy pour ce petit texte qui donne un très bon résumé de ce qu'était la myrrhe. Alors, vous comprenez que, en fait, il y a un problème dans le sens où les zones de production de la myrrhe et de l'encens qui sont indiquées ici, et donc vous voyez que c'est à la fois le nord de la Corne de l'Afrique et le sud et le sud-ouest de la péninsule arabique, eh bien, il faut les transporter vers les endroits où ces produits étaient utilisés, c'est-à-dire leur faire remonter l'ensemble de la péninsule arabique pour les faire arriver jusqu'au port de la Méditerranée dans un premier temps, et sachant que Gaza était le débouché principal et le port principal débouché de ces produits qui étaient ensuite réexportés vers Rome, vers la Méditerranée et un certain nombre de comptoirs, parmi lesquels des comptoirs nabatéens. Et pour ceux qui auraient regardé un petit peu la presse récemment, il y a un temple nabatéen qui a été retrouvé grâce à des fouilles sous-marines dans le port de Puzzol, donc à côté de Naples. Alors, pour vous montrer simplement que cet encens était également utilisé en Arabie proprement dite, il y a un certain nombre de brûle-encens qui ont été découverts sur des sites fouillés du nord-ouest de la péninsule arabique. J'en cite 3. Taïma, d'une part, avec le petit hôtel qui est en haut à gauche, qui porte une inscription nabatéenne. Et donc, aujourd'hui, c'était, je ne sais plus qui parlait, si c'était William Zimmerle, qui parlait des mijmara. Mijmara, qui veut dire en arabe le brûle-encens, eh bien c'est exactement le même terme que l'on retrouve en nabatéen. Et le premier mot que vous avez à la ligne 1 de ce petit brûle-encens, c'est mijmar. C'est rigoureusement le même mot. Vous avez aussi au centre un petit brûle-encens avec lui portant une inscription nabatéenne. À droite, un brûle-encens portant une inscription dadanitique qui vient donc de Dadan. Et en bas à gauche, un brûle-encens retrouvé à Aigra, dans les fouilles, qui lui porte une inscription en latin et qui a été faite par un dénommé Crispinus, qui était soldat dans la 3e légion cyrénaïque. Donc un ensemble de brûle-encens. On a entendu également depuis hier matin plusieurs communications qui font état de plus ou moins importantes ou non découvertes d'encens en termes de résidus trouvés dans des céramiques. Je pense notamment à ce qu'a dit Jérôme hier à propos du fait que les analyses qui ont été faites sur des céramiques provenant de Dadan ont donné des résines de conifères. Or, il se trouve, et nous en avons parlé après, qu'à Aigra également, les analyses menées par le même laboratoire ont également livré des résines de conifères. En revanche, il y a au moins deux choses que je voudrais citer. D'une part, cette belle découverte dont on entend peu parler à Petra, au cours de fouilles qui ont été réalisées en 2003 par le département des Antiquités jordanien, sous la Chasnée et devant la Chasnée, donc le plus grand monument de Petra taillé dans le rocher, rupestre, et dans la cour qui s'étend devant le tombeau
antérieure à la khazna, qui a été tronquée au moment où la khazna a été taillée. Il y avait un petit autel à encens sur lequel a été retrouvée une grande quantité d'encens brûlé. Alors, je n'ai malheureusement pas de photos en couleur de ce petit autel avec ces restes d'encens, mais la quantité d'encens était quand même assez considérable. Et autre chose, dans une des tombes que nous avons à la fois dégagées et fouillées, parce que c'était plutôt des fouilles de sauvetage, c'est une des grandes tombes de Hegra, la tombe numéro 20. Dans cette petite fosse que vous avez, qui est indiquée en vert, a été mis au jour un fragment de résine qui a fait l'objet d'analyses toujours par le laboratoire de Nicolas Garnier, qui a mis en évidence la présence de traces de Boswellia. Et ce n'est sans doute pas un hasard que dans cette même tombe a été retrouvé un petit fragment de textile qui me rappelle. J'y ai pensé à ce fragment quand j'ai écouté la communication de Juan de Lara tout à l'heure à propos de Cariat el Fau, parce qu'il me semblait qu'il y avait certaines parentés avec celui qui était en bas à droite dans sa diapositive. Et il se trouve, et je ne sais pas s'il a eu cette idée possible, que ce petit fragment de textile qui n'a l'air de rien, eh bien, il est tissé en un fil de soie sauvage. C'est de la soie sauvage, et le fait que c'est de la soie sauvage a été mis en évidence par des analyses, et nous sommes actuellement, nous devons rendre un article dimanche, en train de publier ce petit fragment en ayant les résultats des analyses montrant que c'est de la soie sauvage avec le marqueur de soie sauvage, l'analyse du tissage et l'analyse des colorants qui a été faite par Mohamed Dalel au laboratoire des monuments historiques du Louvre. Donc ça va sortir bientôt. Et donc ces deux éléments, encens et fragments de soie sauvage, ont été retrouvés dans cette grande tombe de Hegra qui était visiblement une tombe de notables. Alors, j'ai dit des histoires de résine, et puis c'est aussi une histoire d'animaux à bosse. Et j'ai un sentiment particulier à l'égard des animaux à bosse. Certains dans cette pièce le savent. Et donc des animaux à bosse. Pourquoi des animaux à bosse ? Eh bien, parce qu'avant l'ère du pétrole et des camions, il fallait bien transporter ces éléments précieux. Donc des éléments, il faut bien le retenir, à haute valeur ajoutée. Donc c'est toute la différence entre transporter des objets qui ne sont pas encombrants et qui peuvent être revendus très cher, et donc qu'il est intéressant de transporter sur de longues distances. Pour ça, il faut un animal, et cet animal, c'est le dromadaire. On en a également entendu parler de cette question de domestication du dromadaire, avec peu de détails. Ça pose tout un tas de problèmes, d'identification d'ossements appartenant à des animaux domestiques. Et je vous donne juste 2 ou 3 indications sur les arguments qui permettent de donner une date pour cette domestication du dromadaire. La première chose, ce sont les figurines. Et dans les figurines dont nous disposons, qui portent soit des marques, soit des selles, enfin des indications de selles montées ou de dromadaires scellés, pardon, ça n'apparaît pas avant le Xe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, vous avez ce beau bas-relief de Tel Alaf, qui est un site du nord de la Syrie, qui est daté entre 900 et 800 avant Jésus-Christ, et sur lequel on voit bien que le dromadaire est scellé, et qu'on voit même très bien le détail du croisement de la selle, enfin des croix de la selle, qui représente à peu près exactement ce qu'on appelle la selle shaddad, c'est-à-dire la selle de bédouin que l'on retrouve actuellement encore aujourd'hui. Donc un dromadaire scellé comme ça entre 900 et 800, c'est une indication certaine que le dromadaire était domestiqué. Dans la diapositive que j'avais préparée, j'ai rajouté à la suite des communications d'hier 2 points au milieu pour l'archéozoologie, parce que jusqu'à présent, on avait des traces d'ossements de dromadaires domestiqués au Levant, en Arabie orientale et dans le sud-ouest de l'Arabie. Et en fait, les publications de Taïma que j'ai vues et la conférence de la communication de Jérôme Romer hier permettent de rajouter 2 points, à savoir ceux de Taïma entre le XIe et le IXe siècle avant, et d'Adan entre le Xe et le IXe siècle avant Jésus-Christ. Donc ça comble un peu ce vide au milieu.
Voilà. Ensuite, bon, évidemment, des résines sur des animaux à bosse. Je continue ma petite histoire quand même. Puis c'est aussi pour vous faire sourire, parce que quand même, il est 19h, on est vendredi soir. Vous préféreriez peut-être être ailleurs, mais vous êtes là et je vous en suis très reconnaissante. Donc, des résines sur des animaux à bosse. Et donc, évidemment, je vais montrer des cartes, parce que d'une part, j'adore les cartes. Et ensuite, pour vous montrer pourquoi je fais ce travail. Tout d'abord, les cartes, sur la plupart des cartes, et ceux qu'on a vus jusqu'à présent, à certaines exceptions près, ne dérogent pas à la règle. Les pistes sont tracées à grands coups de crayon. Et j'adore, j'aime beaucoup celle-là parce qu'on dirait que c'est... Voilà. En fait, les pistes sont tracées un peu comme ça. On relie des points entre eux, mais il n'y a pas de détail dans le tracé des pistes, ni d'intérêt pour la manière dont ces pistes et l'organisation des caravanes étaient faites. Par ailleurs, d'une carte à l'autre, ce ne sont jamais les mêmes pistes. Et je vous montre simplement 2 diapositives où, sur celle de droite, vous avez ce petit trait rouge. En fait, cette piste n'existe pas sur la première, etc. Et vous avez la même chose ici, avec, pour ceux qui connaissent la relation entre Doumat el-Jandal et le site de Bosra en Syrie du Sud, les deux étaient reliés par un wadi qui s'appelle le Wadi Sirhan, qui était une voie de communication extrêmement importante dans l'Antiquité, et donc il y a une route entre les deux. Donc d'une carte à l'autre, les tracés des pistes ne sont jamais les mêmes, et c'est un petit peu, en tout cas dans la région dont je m'occupe, ce que j'essaye de faire avec les moyens qui me sont donnés. Dernier élément que je voudrais intégrer à la problématique de ce soir, c'est le fait que quand on s'intéresse à une région, par exemple, parler de la péninsule arabique comme une région, c'est peut-être un peu exagéré, c'est un sous-continent vu sa taille, mais en fait, on ne regarde jamais ce qui se passe chez le voisin. Et les 2 cartes qui sont à l'écran montrent bien que pour les personnes qui travaillent dans la péninsule arabique, eh bien de l'autre côté, en Égypte, il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. Et en fait, j'aurais pu faire la même chose en prenant les cartes des égyptologues. Si je vais côté égyptien et que je prends des cartes produites par les égyptologues, eh bien côté arabique, il n'y aura rien. Et c'est aussi quelque chose qui m'a interpellée parce que je voudrais essayer de comprendre les connexions à une échelle un petit peu plus large et en tenant compte des connexions qui peuvent exister entre des domaines qui ne sont pas forcément reliés et en tout cas qui ne sont pas approchés par les mêmes acteurs de la recherche. Et alors, rares sont les cartes qui font cette connexion. Celle-ci est extraite d'un article qu'a publié Caroline Durand en 2012. Et lorsqu'elles le font, d'autres connexions apparaissent. Et vous en avez un exemple ici avec le petit tracé rouge qui représente une piste potentielle, et vous verrez pourquoi c'est important dans la suite de ma conférence, entre Aigra et la mer Rouge au site de El Wajeh, et aussi apparaissent des itinéraires maritimes, et donc des itinéraires maritimes qui relient précisément la côte orientale de l'Arabie avec la côte occidentale de l'Arabie avec la côte orientale de l'Égypte. Et à un moment donné, j'avais pensé appeler en comparaison ou en parallèle avec ce qu'on appelle le désert oriental en Égypte, c'est-à-dire la zone qui s'étend entre le Nil et la mer Rouge, qu'on appelle le désert oriental de l'Égypte. J'avais à un moment donné pensé appeler la partie qui est à l'ouest des pistes caravanières de l'Arabie le désert occidental, pour justement relier l'Égypte et la péninsule. Alors, je continue ma petite histoire et pour vous faire sourire encore, c'est la dernière, puisque vous avez eu des histoires de résine, vous avez eu une histoire de dromadaire, vous avez eu une histoire de résine sur des dromadaires, et maintenant vous avez des bipèdes à la poursuite d'animaux à bosse. Et donc, je voudrais simplement rendre hommage ici à Jérôme Norris, qui a la gentillesse, et bon, on s'entend très très bien, donc il n'a pas forcément à être gentil pour venir avec moi, parce qu'il est très content aussi. Donc depuis 5 ans, en fait, on réalise un certain nombre d'expéditions à différents endroits dans le désert, et nous sommes très fiers sur cette photo. Je ne sais pas si ça se voit sans doute, moi je suis très contente, et lui il pose parce qu'il est vraiment il est très fier, parce que ce site
a été vue par les pères dominicains Jossen et Savignac au début du XXe siècle, entre Aigra et Taïma. Et depuis le début du XXe siècle, personne ne l'avait trouvée. Personne n'était jamais retourné, en tout cas, voilà, personne ne l'avait, entre guillemets, redécouvert, même si peut-être des bédouins ou des pasteurs, j'en sais rien, y sont passés. En revanche, je suis quasiment convaincue que très peu de personnes y ont été, parce qu'il n'y a pas un seul graffito, il n'y a pas un seul tag, il n'y a rien. Il est dans son jus. Il n'y a pas de... Enfin, pardon. Il est vraiment dans son jus. Et ces magnifiques dromadaires, plus grands que la taille naturelle, sont vraiment extraordinaires. Donc voilà, les coordonnées ne sont pas données en attendant que ce site soit protégé parce qu'il est réellement extraordinaire. Donc, à la poursuite d'animaux à bosse, les bipèdes, et depuis 2004, parce que j'ai commencé une première mission d'exploration de l'une de ces routes en 2004 avec Ali El-Rabban, qui un jour m'a dit « Leïla, j'étais à Aigra, je m'occupais de la mission, et il m'a dit « Leïla, tu viens avec moi ». Et donc on est parti dans le désert en 2004, avec les militaires de la police du désert qui étaient armés, avec un groupe de 7 bonhommes, donc je suis partie avec eux, et on a exploré tout le Darb el-Bakra en dormant à 1500 mètres d'altitude au mois de décembre, et avec peu de matériel. Et donc cette exploration a donné lieu à une publication que vous pouvez trouver en ligne. Si vous cherchez sur le site des archives ouvertes du CNRS, vous cherchez soit mon nom, soit Darb el-Bakra, et vous trouvez la publication de l'ensemble des textes que nous avons découverts à ce moment-là. Je précise également que tous les rapports de la mission que je co-dirige depuis 2002 en Arabie Saoudite sont en ligne sur ce site des archives ouvertes du CNRS, et vous y trouverez y compris le détail des rapports sur les expéditions que nous avons menées. Elles sont toujours en ligne le temps qu'on fasse le rapport un an après. Alors donc, quatre explorations vers le nord, vers l'est, vers le sud-ouest et vers le sud, toujours dans cette région du nord-ouest de l'Arabie. Alors, plus sérieusement, même si je pense que je n'ai pas été non sérieuse jusqu'à présent, en fait, pourquoi chercher et que trouve-t-on? On pourrait se dire, bon, finalement, à quoi ça sert d'aller chercher les pistes caravanières? L'élément le plus évident au départ, c'est que, eh bien, comme je vous ai montré qu'il y avait des traits, des coups de crayon qui dessinaient des pistes, c'est de préciser les itinéraires. Et donc, c'est le premier élément sur lequel je vais parler maintenant, avec deux exemples. D'une part, le Darb el-Bakra, et d'autre part, la piste Aigra-Taïma. Alors, le Darb el-Bakra, c'est un itinéraire qui est en fait connu depuis Charles Doughty, qui l'avait emprunté en 1877 et qui l'a publié dans les Travels in Arabia Deserta, publié en 1888. Et je lis simplement ce qu'il dit dans l'index, donc c'est le deuxième paragraphe, où il dit, je lis en anglais, Darb el-Bukra, a camel path between Tabouk and Dar el-Hamra. The Bedouin say that a bukra, une bukra, bakara, c'est une femelle dromadaire, whose calf, donc le petit, was left behind her about el-Hajr, came limping again thither from Tabouk, her four limbs being tied in 4 days. Donc elle était revenue de Tabouk pour aller chercher son petit, alors qu'elle avait les pattes encore entravées. Et d'où le nom de Darb el-Bakra qui a été donné à cet itinéraire, qui est parallèle mais pas identique au Darb el-Hajj, c'est-à-dire au Darb el-Hajj Shami, donc à la voie du pèlerinage, qui a également été ensuite la voie sur laquelle a été installé le chemin de fer qui a été inauguré en 1907 pour la partie à El Oula. Alors, la suite, oui, autant pour... Oui, tout à fait, pardon. Voilà, ça c'était connu. Nous avons essayé de suivre cet itinéraire, d'abord avec Ali Rabban en 2004, et nous nous sommes retournés à l'occasion du tournage d'un documentaire en 2021, et nous avons pu préciser l'ensemble de cet itinéraire en cherchant deux choses. En fait, quand on cherche une piste caravanière, il faut trouver un certain nombre d'éléments dans le paysage, je vais y revenir,
mais aussi et surtout des inscriptions, mais pas n'importe quelles inscriptions. Il y en a 2 types qui sont particulièrement intéressants. Ce sont les inscriptions nabatéennes et les inscriptions sud-arabes. Et j'emploie volontairement le terme sud-arabe et pas minéen, mais j'y reviendrai également. Donc, la présence d'inscriptions nabatéennes ou d'inscriptions sud-arabes est un indicateur fort en argument de la présence, sur le fait que l'on est sur une piste caravanière. Et le deuxième exemple sur la précision de l'itinéraire est l'itinéraire que nous avons suivi cette fois à dos de dromadaire pendant 8 jours en 2023, en février 2023, pour à la fois marcher sur les pas des pères dominicains Jossen et Savignac. Donc nous avions cartographié autant que faire se peut tous les sites qu'ils avaient repérés portant des inscriptions pour y passer, sachant qu'en dromadaire, on va beaucoup moins vite qu'en voiture. Et comme on tournait également un documentaire que vous pouvez voir sur YouTube, je me suis aperçue qu'il était disponible sur YouTube il y a 2 jours. Donc si vous faites, je crois, sur YouTube, Désert d'Arabie dans les pas des caravaniers d'autrefois, c'est un documentaire de 52 minutes que je trouve assez sympathique et qui, pour la petite histoire, a été sélectionné en compétition dans le festival du film d'exploration scientifique de la Société des explorateurs français. Il existe une Société des explorateurs français à laquelle je rêve un jour d'appartenir. Et donc ce petit documentaire a été sélectionné en compétition. Bon, il n'a pas remporté de prix, mais au moins il a été sélectionné. Donc, je reviens. Nous avons suivi cet itinéraire en dromadaire, et le fait que nous soyons en dromadaire nous a empêchés en fait, d'aller vite pour aller voir certains sites. Donc on y retournera pour essayer de trouver certains sites qui nous ont échappé et qui nous a beaucoup énervés. Mais, enfin, on en a trouvé d'autres, mais voilà, c'est toujours frustrant quand on cherche quelque chose et qu'on ne le trouve pas, surtout quand on est dans des étendues comme celle-là. Et bon, je peux vous assurer que la journée passée en dromadaire dans ce genre de paysage, le soir, on est bien content quand on est arrivé. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai montré ça. Ah oui, c'est la même chose en fait. On cartographie toutes les inscriptions que l'on trouve par type d'inscription. Et vous voyez que nabatéens et sud-arabique ancien sont respectivement en vert et en rouge. Et donc, la cartographie précise des endroits où se trouvent ces inscriptions permet de tracer l'itinéraire. Le deuxième élément intéressant quand on fait ce genre de travail, c'est de préciser la chronologie des itinéraires. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y a des pistes qui sont empruntées à l'époque antique, il y a des pistes qui sont empruntées à l'époque pour le pèlerinage, d'autres plus anciennes, d'autres liées, comme montrait Guillaume Chungto tout à l'heure, liées ou non à l'exploitation des mines. Donc, il y a des usages multiples. J'ai repris tous les éléments datés de Darb el-Bakra pour vous montrer un petit peu le type de texte et les dates des textes que l'on a pu y trouver. Donc vous avez en haut à droite une inscription nabatéenne de type le plus classique, ce qu'on pourrait trouver à Petra de façon tout à fait ordinaire. Puis il y en a une autre juste en dessous qui est datée également de l'an 25. Vous avez toutes les dates. Donc ça commence à 41-42 après Jésus-Christ. Donc nabatéen, c'est en gros premier siècle après Jésus-Christ et première moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ. Ensuite, vous avez 2 textes en nabatéo-arabe. Alors, qu'est-ce que c'est que le nabatéo-arabe ? C'est l'écriture transitoire entre l'écriture nabatéenne telle qu'elle était pratiquée par les nabatéens et l'écriture arabe telle qu'elle est attestée à la fois dans quelques inscriptions reconnaissable comme de l'arabe du VIe siècle après Jésus-Christ, mais également de l'arabe tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Et donc la découverte de ces textes en nabatéo-arabe est un élément fondamental dans la démonstration de l'affiliation de l'écriture nabatéenne et à l'écriture arabe. On peut même dire que l'écriture arabe est quelque part le dernier avatar de l'écriture nabatéenne. Et vous avez en bas à gauche une inscription en caractère paléo-arabe. C'est étonnant parce qu'en fait, ce genre de texte, j'avais vu toutes les photos il y a 20 ans, en 2004. Et ce genre de texte, à l'époque,
quand je l'ai vu, je l'ai pris pour de l'arabe. Et en fait, c'est avec l'entraînement de l'œil et une familiarité qui prend énormément de temps pour lire ces textes, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas faciles, que je me suis aperçue qu'en fait, c'était un texte paléo-arabe, pré-islamique, c'est celui qui est daté de 505-506 après Jésus-Christ, et en plus, il est daté, ce qui est quand même assez génial. Donc, à ces textes que je vous ai montrés, donc nabatéen, nabatéo-arabe, paléo-arabe, il faut ajouter des textes en araméen d'Empire, des textes en sud-arabique ancien, 2 petits textes en ce qu'on appelle le palmyrénien cursif, qui est la même variante que le palmyrénien, que la tablette palmyrénienne qui a été retrouvée dans la grotte de Socotra au large du Yémen, et puis encore nos petits soldats qui écrivent eux en grec, mais qui sont sans doute des soldats romains ou donc, soit des légionnaires, soit plus vraisemblablement des membres de troupes auxiliaires de l'armée romaine. Alors, juste un mot sur le sud-arabique. J'ai eu une conversation avec Irene Rossi hier, qui est spécialiste du minéen, parce que j'ai parlé de sud-arabique. Le problème étant de savoir qui a écrit ces textes. Il est peu vraisemblable que ce soit les Sabéens, parce que, comme on a parlé, je ne sais plus qui, aujourd'hui ou hier, en fait, l'investissement des Sabéens dans le commerce de l'encens est beaucoup plus ancien que, a priori, ces textes. Christian Robin avait proposé de tous les dater d'une période antérieure au tournant de l'ère chrétienne, donc plutôt 1er siècle avant Jésus-Christ, ce qui, je reviens un peu en arrière, vous voyez que les premières inscriptions nabatéennes est datée de 41-42. Donc si on a du sud-arabique qui est antérieur à l'ère chrétienne, ça voudrait dire que jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, ce sont les minéens sans doute, et on va réaliser avec Héléné un petit travail d'identification des groupes sociaux, enfin des groupes humains, si on a les données dans ces inscriptions sud-arabiques, pour essayer de voir si ils sont communs avec certains de ceux qu'elle a pu repérer à Dédan dans les inscriptions qu'elle a relevées là-bas. Donc, pour finir sur ce deuxième aspect, une chronologie du Darb el-Bakra avec, vous voyez, de très faibles indicateurs de passage par la route au 4e, 3e avant Jésus-Christ. On ne sait pas qui c'est, en plus. Ensuite, du 1er siècle avant Jésus-Christ à la fin du 3e, début 4e après, une apogée de l'utilisation de cette route par des acteurs différents, sud-arabes, minéens probablement, puis nabatéens et leurs successeurs à l'époque romaine. Au 4e et 5e siècle après Jésus-Christ, des passages encore relativement significatifs et a priori un certain nombre de textes en caractère nabatéo-arabe ne sont pas datés, mais par la paléographie, et il y en a un certain nombre, je pense qu'ils sont datés de ces périodes-là. Et enfin, au VIe siècle, des passages sans doute anecdotiques, parce que je doute que la pratique d'inscrire les noms sur des rochers qui sont aussi attractifs, hein, c'est comme les grandes parois blanches pour les taggeurs dans les villes, on a envie de graver sur ces rochers. Donc je ne pense pas que cette pratique épigraphique d'inscrire les noms sur les parois se soit arrêtée. Alors, troisième élément qui est intéressant donc, quand on recherche les pistes caravanières, ce sont des aires d'influence. Et là, j'ai pris 2 exemples. D'une part, le dieu Salm, qui est le dieu de Taïma, et d'autre part, des stratèges nabatéens à Souaïdra, qui est un site à l'est de Médine. Tout d'abord, le dieu Salm, le dieu de Taïma, ce dieu est représenté sous la forme d'une tête de taureau stylisée, donc plus ou moins stylisée. Vous en avez des exemples très stylisés en bas à droite. Et nous avons trouvé en 2023 cette tête sur le site du Jabal al-Khuwaïra, il y a un U en trop, qui est à 70 km au sud-ouest de Taïma. Et donc, je ne pensais pas en fait que l'ère de diffusion de cette divinité, de l'une de ces divinités principales de Taïma, apparaisse aussi loin de Taïma et en fait plus proche de Egra que je ne m'y serais attendue. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, qui est
autant voire plus intéressante, en tout cas d'un point de vue historique, c'est la présence de stratèges nabatéens à Souaïdra. Alors, il faut savoir simplement qu'un stratège, qui s'appelle dans les inscriptions nabatéennes stratégos, alors simplement ils enlèvent les voyelles, c'est beaucoup plus rigolo, donc ça fait asartaga. Voilà. Donc les asartaga ou asartagaya au pluriel sont des officiels de haut rang dans la société nabatéenne qui ont à la fois des pouvoirs administratifs et militaires. Et c'est ce que l'on pourrait rapprocher le plus de gouverneurs, par exemple de gouverneurs à l'époque romaine, ou actuellement, pour mener la comparaison à l'époque contemporaine, les préfets les préfets. Et donc, la présence d'un préfet ou d'un gouverneur quelque part traduit a priori la présence d'une autorité, ou en tout cas l'exercice d'une autorité sur une région. Le fait qu'on retrouve ici, non pas une, mais au moins 2 inscriptions qui ont été rédigées par des stratèges, et même si celle-là est très très moche, elle est... je ne veux pas dire qu'elle est très claire, mais elle est lisible, et elle mentionne un stratège qui demande à être commémoré devant Dushara Ilah Gaïa, donc devant Dushara, le dieu de Gaïa, qui est Gaïa étant le nom de Wadi Moussa, l'ancien nom, le nom antique de Wadi Moussa, qui est la ville qui est à côté de Petra. Donc je n'imagine pas, en fait, un stratège nabatéen demandant à être commémoré devant le dieu principal des Nabatéens en tant que dieu de Petra, à Souaïdra, si l'influence des Nabatéens ne s'était pas étendue jusque-là. Et là où ça devient également intéressant, enfin, ça l'est déjà un petit peu plus, c'est que, en fait, vous voyez, Egra est ici, et normalement, on fait descendre la piste caravanière jusqu'à Médine par là. Or, en nous baladant, entre guillemets, dans ces wadis-là, nous avons trouvé pas mal d'inscriptions nabatéennes. Et ça me fait penser qu'en fait, il pouvait y avoir une route qui descendait directement, en passant cette fois par Khaybar, pour aller jusqu'à Souaïdra. Parce que sinon, je ne m'explique pas, en fait, la présence de tous ces textes ici. Simplement, ce wadi-là est un wadi qui s'appelle le Wadi Raras, que j'y suis passée extrêmement vite en voiture une fois, mais dans les accords que nous avons signés avec la Commission du patrimoine, avec du ministère de la Culture saoudien, ce wadi figure parmi ceux que je parcourrai dans les 2 ou 3 années qui viennent. Donc ça me permettra de combler en fait ce vide pour essayer de voir si on a l'équivalent de ceci. Et donc ça étendrait l'influence nabatéenne jusque à la région de Médine. Et voilà. Ensuite, des personnes et des sites reliés entre eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas pouvoir trouver avant d'avoir enregistré les textes. Donc, si vous voyez ici là, deux textes qui sont l'un au-dessus de l'autre, et même si vous ne savez pas lire le nabatéen, ce que je vous encourage fortement à faire, donc à partir de ce soir, je peux vous donner des fiches pour apprendre le nabatéen, vous verrez que c'est le même bonhomme. Enfin, c'est rigoureusement la même graphie, c'est rigoureusement la même personne avec les mêmes tics d'écriture. Et on a en fait ce genre on retrouve les mêmes personnages le long de la route. Donc, non seulement on a les inscriptions nabatéennes et sud-arabes, mais on a en plus la présence des mêmes personnes à des emplacements réguliers le long de la voie. Et donc, ça montre nécessairement que ces voies étaient empruntées par des personnes. Et c'est encore plus flagrant pour ce texte-là. Alors, je dis que c'est un probable juif qui écrit en nabatéo-arabe sur le Darb el-Bakra. Pourquoi un probable juif, entre guillemets parce qu'il porte un nom de type arabique, il s'appelle Shulay, fils de Aouchou, mais il signe le texte de droite le jour de la fête du pain azim, Yom Hajj al-Fatir. Et le jour du pain azim, le jour de la fête du pain azim, c'est la Pâque juive. Et donc, c'est la plus ancienne attestation en Arabie du Nord-Ouest d'une mention de la Pâque juive dans un texte de 303 après Jésus-Christ. Et pour mes petites affaires de caravaniers qui vont d'un endroit à l'autre, en fait, ce bonhomme est passé 8 ans plus tôt, à quelques kilomètres de là, et dans les 2 cas, il a écrit en nabatéo-arabe, donc avec cette graphie très transitoire entre le nabatéen et l'arabe. Et donc, quand on a... En fait, ce sont des érudits saoudiens qui, depuis 20 ans,
s'appelle Fariq al-Sahra, avec à la tête des Fariq al-Sahra un monsieur qui s'appelle Abdallah Saïd, qui est médecin dans un hôpital à Riyad, spécialiste de la maladie de Parkinson, mais qui est passionné par tout ça. Et depuis 20 ans, ces explorateurs passionnés en fait, ont un blog qu'ils remplissent. Et bon, on est régulièrement en contact avec eux. Et donc, c'est eux qui m'ont permis, qui ont découvert cette inscription, qui m'en ont donné les coordonnées. Elle est vraiment au milieu de nulle part, mais on a pu aller retourner la chercher et enregistrer toutes les inscriptions qui étaient autour. Voilà. Ensuite, je vous ai dit des sites reliés entre eux par les mêmes personnes, mais aussi liés entre eux par le fait que certains de ces caravaniers disent d'où ils viennent ou disent qu'ils sont de tel endroit. Par exemple, ici, il y en a un qui dit qu'il est de Yathrib, c'est le nom ancien de Médine. Donc, il est à Jadaïd, à 150 km au nord-ouest de Egra, et il dit « je viens de Médine », dit Men Yathrib. Et le texte qui est en bas, où les premières lignes, je vous les passe, mais il dit à la fin « les Égréens », donc ils venaient également de Egra. Donc, on a ainsi des connexions. D'autres petits éléments qui, cette fois, sont liés au paysage, avec les points d'eau, les campements, les éléments remarquables dans le paysage et les forts. Les points d'eau, ils sont fondamentaux pour une caravane qui circule dans un paysage qui, même s'il n'est pas un désert, est quand même un paysage relativement aride, dans lequel, si on ne passe pas par des oasis où il y avait des points d'eau permanents, comme c'était le cas à Egra, à Taïma ou à Khaybar ou à Médine, mais entre toutes ces oasis qui sont parfois distantes l'une de l'autre de plusieurs centaines de kilomètres, il fallait avoir des points d'eau. Et donc, certains sont des points d'eau absolument extraordinaires. Et lorsque vous voyez celui-là, un de mes chefs d'expédition, qui est irlandais, a plongé dedans. J'avoue que je ne l'ai pas suivi. Et en fait, je vous ai mis la date parce que s'il y a autant d'eau au mois de novembre, qui est à la fin de la période sèche, ça veut dire que c'est un endroit où il y avait de l'eau tout le temps. Et il se trouve que sur la paroi qui est ici, cette paroi est couverte d'inscriptions nabatéennes. Donc, forcément, un point de ralliement. Même chose pour celui-ci, qui lui se trouve sur la piste entre Egra et Taïma. On l'a cherché longtemps, on a fini par le trouver. Donc, le Jabou al-Khuwaira, Jabou étant un des termes utilisés en arabe pour désigner un point d'eau dans la montagne. Et donc, pareil, sur la paroi qui domine le plan d'eau, il y a toutes ces inscriptions en nabatéen et dans des écritures nord-arabiques anciennes. Et enfin, un dernier, et là je rends hommage à un des entre guillemets chauffeurs, mais que j'intègre désormais dans l'équipe des expéditions, parce que ce sont des personnes qui ont acquis une réelle compétence dans la recherche de ces pistes. Donc Mamdouh El-Fadel, qui est parti au mois de juin pour aller photographier ce trou, parce que quand on y est passé, nous, il n'y avait pas d'eau. Il y a eu un débat dans l'équipe, est-ce qu'il y avait de l'eau, est-ce qu'il n'y a pas d'eau, est-ce que c'est un point d'eau, pas un point d'eau. Bref, il y est retourné, et quand il y est retourné, il y avait de l'eau. Donc pareil, beaucoup d'inscriptions nabatéennes à cet endroit. Voilà. Des campements. Vous savez, pour tous ceux qui sont archéologues dans cette salle, que trouver des campements et identifier des campements et ensuite, a fortiori, fouiller des campements n'est pas une mince affaire. Et je suis convaincue d'avoir trouvé ce qui pourrait être un campement nabatéen lié à la piste caravanière, précisément à côté de ce radir, donc cette étendue d'eau naturelle. Vous avez une image Google ici et une image du site là, et vous voyez que ce campement se trouve exactement à cet endroit, c'est-à-dire un tout petit peu en aval de ce grand point d'eau. Donc ça ferait parfaitement sens. Et en fait, sur la paroi qui domine ce campement, ici, il y a une trentaine d'inscriptions nabatéennes, dont celles de plusieurs stratèges, encore, qui devaient contrôler les routes, et qui sont des inscriptions, vous en avez un exemple ici, très bien tracées en nabatéen le plus classique et faites avec beaucoup de soin, donc un endroit qui avait une certaine importance et où on peut imaginer qu'il y avait un campement permanent. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, j'aimerais bien les fouiller. Enfin, des éléments remarquables dans le paysage. Si on était dans le domaine maritime, on parlerait d'amer. Je ne sais pas.
quand on est sur la terre ferme, il y a un équivalent à ce mot, un amer, c'est-à-dire un point remarquable de le paysage qui servait en fait aux caravaniers, en plus de la navigation avec les étoiles et le soleil, qui permettait de savoir où on allait. Et je me souviens très bien qu'en ayant chevauché des dromadaires pendant une semaine, il y avait un bédouin on était accompagné par des bédouins de Zolfa qui nous ont loué 12 dromadaires. Et en fait, il me disait toujours, il se retournait, il me dit Leïla, Leïla c'est par là. Et en fait, j'en avais assez. Donc chaque fois, je lui disais, tu vois ce rocher là-bas, donc à l'horizon, on va là. Donc tu me fiches la paix jusqu'à ce qu'on soit là-bas. Et en fait, naturellement, on indique dans le paysage l'endroit vers lequel on va, et plus cet endroit est, je dirais en anglais, conspicuous, plus c'est facile de le repérer. Et ce rocher-là c'est le rocher du Jibal Sarmada, et vous voyez qu'il est couvert, alors c'est dommage, il y a des graffitis, mais il est couvert d'inscriptions pareilles avec des stratèges. Donc même si ce n'est pas un point d'eau, c'est un endroit où les gens pouvaient se retrouver parce que c'est dans une plaine, on le voit de très loin, et c'est facile à repérer. Même chose pour ce rocher où je suis passée la semaine dernière en reliant Sharma à Tabouk en voiture, qui est appelé localement le Ship Rock parce qu'il a une forme de bateau. Et en fait, vous voyez que sur une des faces, c'est indiqué par la flèche, il y a plusieurs inscriptions nabatéennes et une magnifique inscription sud-arabique qui est tracée. Vraiment une très très belle inscription. Voilà, je vais terminer avec ça, qui sont les forts. Pourquoi ? Parce que sur une des expéditions que nous avons menées entre Egra et Médine, nous sommes passés par un site qui s'appelait, au moment où on y est passé, on nous a dit que ça s'appelle Al-Musanna'a, ce qui veut dire en arabe ce qui est construit. Mais en fait, après des recherches sur les cartes, c'est un site qui s'appelle Zarb. Je vous passe l'étymologie de Zarb. Ce site est, d'un point de vue géographique, un endroit extrêmement stratégique parce qu'il est à la jonction entre deux wadis. Le wadi El Jezel qui descend de Egra vers Médine, donc il va du nord au sud et il coule entre guillemets du nord au sud, et le wadi Hamd qui lui va de Médine vers la mer et qui lui coule en sens inverse, c'est-à-dire qu'il va de Médine vers le nord-ouest, vers El Wajh. Le Kékomé ou pas le Kékomé, j'ai vu sur des cartes aujourd'hui et hier que certains veulent mettre le Kékomé seulement à Aïnouna. On en reparlera parce que je ne suis pas forcément d'accord. Donc, Zarb est exactement à la jonction. Et donc, quand on regarde, quand on est là-bas, on voit que quand on est à ce point rouge, on va vers Egra d'une part, on va vers la mer Rouge d'autre part, et on va vers Médine, enfin, du côté sud. Donc, c'est vraiment un endroit stratégique. Sur cette photo qui est prise en hélicoptère, grâce à un hélicoptère affrété par le National Geographic qui voulait m'emmener un jour faire un bout de tournage sur la mer Rouge, et j'ai fait faire un détour au pilote en disant j'aimerais bien aller faire des photos aériennes d'Omzarb. Il me dit pas de problème, donne-moi les coordonnées. Je lui dis tu descends un peu et on va passer dessus. Donc j'ai pu faire des photos aériennes en hélicoptère des forts d'Omzarb. Donc il y a deux forts, vraiment deux forts, et un magnifique caravansérail que vous avez ici. Donc ce site m'a titillé pendant un certain temps, j'y suis retournée une ou deux fois, et on y est retourné en février 2024 pour y faire un certain nombre de relevés de photos, de photogrammétrie, faire de la photogrammétrie, un relevé architectural, une analyse architecturale, et prélever autant que faire se peut des éléments pour avoir des datations, parce que ce site et ses environs sont connus pour avoir été un site à l'époque islamique. Donc, est-ce que c'est le site islamique de Dhul Marwa exclusivement, ou est-ce que c'est un site plus ancien ? C'est aussi l'endroit où se trouverait un des sites identifiés par le géographe Ptolémée, donc le site de Mokoura. Donc, est-ce que ça correspond ou pas ? Pour ça, il faut dater. Et donc, on a eu la chance de pouvoir avoir deux datations, une sur un fragment de charbon, l'autre sur une graine contenue dans une brique crue qui était prise dans la maçonnerie de l'un des forts, d'avoir une datation pour chacun de ces deux forts. Et en fait, ces deux forts sont tous les deux antiques, puisque les datations
que nous avons obtenues sont concordantes à 10 ans près et donnent un intervalle 350-50 avant Jésus-Christ. Et cela rejoint, même si évidemment l'intervalle 350-50 il est relativement large parce qu'il y a un plateau pour la datation C14, donc on ne peut pas avoir des datations plus précises. En revanche, j'ai eu la chance de trouver, en dégageant des blocs de basalte par 37 degrés à l'ombre, c'est pas drôle, un tout petit tesson qui fait 1,5 cm, mais c'est un tesson nabatéen avec une forme qui a été identifié par Caroline Durand comme appartenant probablement au groupe Schmidt II, et donc du 1er siècle, ou plutôt deuxième moitié 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc les deux forts sont antiques. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça veut dire que, vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur l'influence des Nabatéens allant jusque vers Médine avec les gouverneurs, ça veut dire que les Nabatéens ont exercé une forme de contrôle plus au sud. Est-ce que ces deux forts sont nabatéens ou autres ? Je n'en sais rien. Pour le moment, je ne veux pas m'aventurer. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que ces deux forts sont sur la route qui permet de rejoindre El Ouajeh. Et je suis convaincue, désormais, que la piste caravanière entre Aigra et la mer Rouge, que j'ai cherchée avec Zbigniew Fiema en 2013, nous avons emprunté tous les wadis qui traversaient le Hijaz, à pied ou en voiture, on n'a rien trouvé. Et en fait, le chemin le plus long, mais le plus facile à emprunter, est celui précisément qui prend le Wadi el-Gisel, qui descend jusqu'à Omzarb, où il y avait ces deux forts antiques qui permettaient de contrôler tout le trafic, et ensuite d'aller vers la mer. Et c'est pour ça aussi que je pense que le port de Lekekome se trouvait à El Ouajeh, ou à proximité d'El Ouajeh, sur un site qui s'appelle El Qusayr, où a été retrouvé un triclinium nabatéen et où des fragments de tessons d'amphores égyptiennes qui sont rigoureusement identiques à ceux qui composent la jetée du fort de Myosormos, qui se trouve juste en face sur la côte égyptienne de la mer Rouge, ont été retrouvés sur la plage. Donc voilà, tout ça fait sens. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans ces prospections, ces expéditions que je mène dans le nord-ouest de l'Arabie, c'est de réfléchir en liaison avec le travail que j'ai pu faire à Aigra et les découvertes que nous avons faites d'inscriptions, par exemple, qui mentionnent des stationaries à l'époque romaine, donc des gens qui sont chargés du contrôle des pistes caravanières, c'est de réfléchir à l'ensemble d'une manière intégrée en rapprochant les deux côtés, le côté égyptien et le côté arabique, et en prenant en compte tous les éléments qui permettent d'expliquer et de comprendre comment ça fonctionnait et montrer que la côte égyptienne la partie égyptienne et la partie arabique fonctionnent de manière quasiment parallèle, puisque, comme vous le savez aussi, il y avait une piste qui reliait Myosormos à Coptos. J'ai eu la chance de pouvoir la parcourir en partie en Égypte, alors que c'est une zone qui est interdite aux touristes. Juste une dernière diapositive pour terminer, c'est qu'en février prochain, nous allons faire de nouvelles aventures et pour explorer une zone qui est dans le Hisma. Et donc j'ai le plaisir d'annoncer que la mission, puisque donc je ne travaillerai plus à Aigra, je ne dirigerai plus la mission, c'est Pauline Pirot-Fournet qui prend ma succession à la tête de la mission Aigra. Mais dans la mission Aigra, il y avait un volet qui s'intéressait à ce que j'ai appelé Aigra in Context, c'est-à-dire l'intégration du site de Aigra et des autres dans le paysage général de l'Arabie du Nord-Ouest et des pistes caravanières. Donc cette mission a été recréée au ministère des Affaires étrangères et j'ai obtenu un sponsoring d'une société d'ingénierie saoudienne. Donc les finances sont à peu près sécurisées. Les accords avec le ministère de la Culture saoudien ont été signés et donc nous allons dans le Hisma en février prochain. Et voilà. Et donc toutes les inscriptions que nous avons trouvées, que nous trouvons, sont enregistrées, vont être enregistrées, je manque un peu de temps, dans une base de données en ligne qui s'appelle en MySQL, qui est très bien, elle est parfaite, elle est très intuitive,
elle fonctionne très bien, qui s'appelle Diconab, qui est hébergée sur le site Humanum, qui est le grand site des humanités numériques du CNRS. Et donc, je vous encourage à aller sur Diconab. Pourquoi ? Parce que j'essaye de monter un écosystème de publication des inscriptions directement en ligne, en permettant à chaque auteur de notice, y compris les étudiants français, saoudiens ou autres, de signer en fait et de publier en ligne directement les textes. Et j'ai fait un accord avec la revue Syria, qui est une revue en open source française publiée sur des fonds publics, de refaire un bulletin épigraphique à l'ancienne où toutes les inscriptions inédites qui seront publiées au fil de l'eau dans Diconab pourront avoir une version papier, parce que je n'ai pas confiance dans les bases de données, y compris la mienne. Donc sur le long terme, quand je ne serai plus là, il n'y aura plus rien. En revanche, Syria, ça continuera, il y aura du papier. Et donc ces bulletins épigraphiques, à la mode des années 70 et du bulletin épigraphique de Xavier Texidor, voilà, j'essaie de faire tout ça. Donc je vous remercie pour votre attention et je remercie ici l'équipe des Caravaniers qui veut bien m'accompagner, y compris sur des dromadaires, et ça fait très mal quelque part.